Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Alors cette semaine a démarré avec l'ouverture d'une série de réunions autour de la gouvernance de l'Internet, la gouvernance mondiale. Alors quelles sont les grandes orientations, les choix politiques qui régissent Internet aujourd'hui? Quel poids ont ces discussions dans la répartition des pouvoirs entre les utilisateurs, les plateformes et les régulateurs? Ce sera le sujet de l'interview de Nicolas Chagny, installé déjà à mes côtés. Ensuite, au cœur de cette émission, nous serons constructifs à propos d'un sujet qui revient sans cesse sur le devant de la scène et qui a marqué l'actualité encore récemment, malheureusement, la lutte contre la haine en ligne. Alors je demanderai à mes invités quelles sont leurs solutions concrètes à proposer. Et puis nous discuterons des enjeux des élections américaines sur le secteur de la tech avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Bonjour Nicolas Chagny. Bonjour. Vous êtes président de l'Internet Society France, qui est une ONG qui a pour vocation de protéger les internautes et de les représenter aussi auprès des instances de gouvernance de l'Internet. Que désigne-t-on sous cette terminologie, la gouvernance de l'Internet? Alors c'est un terme qui fait des fois un petit peu peur parce qu'il peut en tout cas effrayer. La gouvernance, en fait, c'est la coordination. En fait, Internet, c'est quelque chose qui est totalement décentralisé. Et du coup, le sommet mondial sur la société de l'information en 2005, qui avait lieu à Tunis, a créé ce forum en disant il faut un lieu tous les ans où tous les acteurs qui sont autour d'Internet puissent se réunir, puissent discuter et puissent prendre des décisions liées à certaines orientations d'Internet. Et pendant longtemps, justement, on a été dans un forum qui prenait peu de décisions ou disons qui discutait sans conclure. Et depuis plusieurs années, on est sur un forum sur la gouvernance qui fait des réelles propositions. Donc c'est une avancée de ce forum sur la gouvernance de l'Internet. Et on y retrouve aussi bien les États, que les grandes plateformes, que les grands acteurs en termes de réseau, et puis également les utilisateurs que nous représentons. Et alors, auprès de ces personnalités qui participent au Forum mondial sur la gouvernance, est-ce que ce sont plutôt des techniciens ou des stratèges ? Alors pendant longtemps, il y avait beaucoup de gens qui étaient des spécialistes du secteur. Et justement, ce qu'on a essayé de faire, nous on a essayé en France de pousser le fait que ce ne soit pas que des spécialistes, mais faire venir d'autres personnes, faire venir des utilisateurs, faire venir des associations de la société civile, en tout cas d'essayer d'ouvrir ce forum, justement pour qu'il ne soit pas un forum de spécialistes. Il y a sur Internet déjà des très bonnes réunions de techniciens, de spécialistes qui ont lieu. Et l'idée, c'est le forum sur la gouvernance, c'est plutôt de l'ouvrir sur la société, donc d'avoir des discours, des échanges plus sur des sujets sociétaux. D'ailleurs, on le voit avec la thématique 2020 qui parle de résilience et de solidarité humaine. Comment ça peut se concrétiser, ça, au milieu des discussions ? La résilience de l'Internet, c'est ce qu'on a vécu pendant le premier confinement. Tout le monde a dit Internet va flancher, il va y avoir des problèmes, etc. C'est ce que, d'ailleurs, on a revu ça il y a quelques jours. Et en fait, on a constaté qu'Internet était résilient, que sa nature décentralisée le rendait résilient. Et donc, dans ce forum... c'est l'infrastructure d'origine qui véritablement est robuste et il ne faut surtout pas y toucher. Oui, ça exactement. En fait, c'est son côté décentralisé, le fait qu'il y a aussi une neutralité, que en fait, l'information circule pas en fonction de ce qu'il y a réellement dans cette information-là, mais de manière totalement neutre techniquement. Et c'est ça qui fait qu'Internet continue à fonctionner, même quand il y a une montée en puissance. Et par exemple, sur ces thèmes-là, dans le forum sur la gouvernance de l'Internet, il va sûrement y avoir des réunions là un peu plus techniques sur comment on pourrait améliorer cette résilience ou comment ça s'est passé en termes de résilience. Et puis, le thème sur la solidarité, on est en plein dedans avec le Covid, avec les initiatives qu'il y a pu avoir autour de la solidarité et qui ont beaucoup été portées par Internet. Quel genre d'initiative on peut attendre justement des acteurs plus techniciens de l'Internet ? Alors on peut attendre des initiatives sur la connectivité. Par exemple, Tim Berners-Lee va s'exprimer pour demander que la connectivité Internet, ça devienne un droit humain. Au même titre que la liberté d'expression ou que le droit d'informer, par exemple. Eh bien, on peut considérer aujourd'hui que si vous n'avez pas Internet, vous êtes amputé d'un certain nombre de droits parce que vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Et donc, on peut espérer que les États s'engagent derrière ce droit à la connectivité. Alors, je disais qu'il y avait aussi une notion politique, des choix politiques qui peuvent être faits, puisque une architecture, vous dites que la technologie est neutre,
c'est aussi pour ça que ça fonctionne, mais en même temps, c'est un choix qui n'est pas neutre. Est-ce qu'il y a eu des marqueurs politiques forts dans l'histoire de la gouvernance d'Internet? Petite histoire de gouvernance. Alors, petite histoire, mais assez récemment, un des marqueurs forts, c'est Emmanuel Macron. En 2018, la France a accueilli le Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet et Emmanuel Macron est venu s'exprimer. On avait rarement des chefs d'État, il y a eu aussi le secrétaire général de l'ONU qui est venu à cette édition-là. On a senti un peu une renaissance. C'était un forum qui, peut-être, pouvait un peu tourner sur lui-même. Et à cette occasion-là, Emmanuel Macron, en venant ouvrir le forum, il lui a donné une importance. Et d'ailleurs, l'année d'après, en 2019, à Berlin, c'est Angela Merkel qui est venue aussi ouvrir le forum sur la gouvernance. Donc tout à coup, les États lui ont donné en fait une certaine force. Et d'ailleurs, le tournant qu'il y a eu dans ces dernières années, c'est que le forum a décidé de faire des propositions à la fin de ses éditions et pas de rester sur des discussions. Alors, la régulation est au cœur de tous les débats en ce moment, y compris dans SmartTech, puisqu'on va parler de la haine en ligne, on va parler aussi de la procédure antitrust contre Google, on va parler de comment on peut réguler ces réseaux sociaux. Quelles sont les recommandations de l'Internet Society France là-dessus? Alors, nous, on est pour une co-régulation, en fait. On a parlé récemment au forum, on a tenu le forum français sur la gouvernance de l'Internet la semaine dernière, et il y a eu un débat sur la fragmentation de l'Internet. Et notre ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier, disait justement que pendant longtemps, on avait cru que c'était les États qui allaient fragmenter Internet, que parce qu'on allait avoir un intranet chinois ou qu'on allait avoir un sous-Internet quelque part, des problèmes d'interconnexion. Et finalement, la fragmentation, elle ne vient pas des États, la fragmentation, elle vient des plateformes. Parce qu'en fait, les plateformes ont une toute puissance. Vous avez quand même plus d'un Français sur deux qui est un utilisateur de Facebook, par exemple, et du coup qui applique ses règles, qui applique ses propres règles de régulation, même peut-être un jour sa propre monnaie. Et donc en fait, on a des plateformes qui sont devenues toutes puissantes et qui, elles, nous risquent d'enfermer les gens et donc créent un risque de fragmentation. Donc, fragmentation, c'est-à-dire qu'on sort d'une neutralité technologique ? Alors, au-delà de la neutralité technologique, c'est plutôt qu'on sort d'un cadre général où on va dire une plateforme applique ses propres règles qui sont un peu différentes des règles des États, puisqu'en plus elles sont internationales. Et donc nous, on croit beaucoup à une co-régulation. Dire à la fois les plateformes. Parce que c'est un peu contre-intuitif, on a plutôt l'impression que ces plateformes de réseaux sociaux, justement, sont avec une telle puissance qu'ils adressent le monde entier de manière uniforme. Oui, ils adressent le monde entier de manière... On pense pas fragmentation. Alors, pas vraiment uniforme, parce qu'ils s'adaptent déjà aux législations des pays, mais une fragmentation parce qu'elles enferment les personnes dans leurs propres règles. Et du coup, on peut avoir plusieurs réseaux, plusieurs règles, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes règles que les règles des États. Et c'est pour ça que nous, on croit vraiment à une sorte de co-régulation. Les plateformes qui doivent, d'un côté, avoir une totale transparence sur leurs moyens de modération. 2, les États qui doivent mettre les moyens, par exemple, la plateforme Pharos, qui sert de signalement pour la haine en ligne, 28 personnes. 28 personnes, et par contre, à côté, vous avez plus d'un Français sur deux qui est sur Facebook. Donc, il y a un petit problème de rapport. Et puis, le troisième acteur de la co-régulation, c'est les utilisateurs eux-mêmes. Quelque chose qui était intéressant dans la loi Avia sur la haine en ligne, même si on était contre beaucoup de points, mais quelque chose qui était très intéressant, c'est la manière uniforme de signaler un contenu pour un utilisateur lambda. Et c'est vrai que c'est compliqué pour un utilisateur de signaler un contenu. Si vous avez déjà essayé, chercher les boutons... Alors on va en parler, c'est notre prochain débat, donc vous nous lancez un petit peu. Je voulais juste rappeler qu'une des valeurs de l'Internet Society, c'était un Internet ouvert. En une phrase, qu'est-ce que ça veut dire un Internet ouvert? Comment on garantit ça? Alors un Internet ouvert, ça veut dire qu'on utilise des technologies ouvertes et surtout, c'est la neutralité du net. C'est-à-dire que quand vous branchez un ordinateur sur Internet, il a accès à un seul Internet et il a accès à tout cet un seul Internet. Tout Internet pour tout le monde Internet. De la même façon. Exactement. Très bien, merci beaucoup Nicolas Chany, président de l'Internet Society France. Je rappelle que le Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet, c'est cette semaine et également la semaine prochaine. On enchaîne avec justement notre débat sur les solutions pour lutter contre la haine en ligne.
Quelles solutions peut-on activer pour lutter contre la prolifération des propos haineux sur Internet? Et quelles sont celles qu'il vaut mieux tout de suite exclure si on veut vraiment être efficace? On en parle avec Olivier Simelière, directeur adjoint de l'ESJ Pro Entreprise, une structure de formation et de conseil à la communication des entreprises et collectivités. Et Éric Barbry, vous êtes avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, associé au cabinet Racine. Alors nous aurons également en visio Charles Cohen, président fondateur de Bodyguard, une technologie conçue pour aider à protéger les internautes contre ces contenus toxiques en ligne, notamment les discours de haine. Olivier Simelière, alors déjà souvent quand on adresse cette question de la haine en ligne, on en vient à l'interdiction des pseudonymes. On se dit oh là là, il faut absolument revenir sur cet anonymat sur Internet. En fait, quand on dit anonymat, on pense plutôt pseudonyme. Alors, quelle est votre réponse là-dessus ? Alors effectivement, il y a toujours l'éternel débat de on va cesser plutôt l'anonymat, parce que c'est souvent ça qui pose problème. Beaucoup de gens s'expriment. Oui, mais véritablement, on n'est pas anonyme sur Internet. On n'est jamais totalement anonyme, puisque quand on crée par exemple un compte Twitter, on va nous demander un email et un téléphone, et la plateforme est en mesure, si les autorités lui demandent, de donner les coordonnées et le numéro IP à travers lequel se connecte la personne, même si après facialement sur Twitter, elle prend un pseudonyme, il n'y a pas son nom, on ne sait pas qui elle est, il n'y a pas de photo. Donc ça a le caractère de l'anonymat, mais en fait c'est ce qu'on appelle le pseudonymat. Exactement, donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui pose problème, c'est est-ce que le fait d'être derrière un pseudonyme, ça m'encourage, ça facilite cette prolifération de propos haineux? Évidemment, il y a une espèce de... On se décomplexe plus facilement, on est derrière un écran, on est souvent masqué, on n'affiche pas sa photo, et on se permet des choses qu'on ne se permettrait probablement pas dans la vie réelle, où on n'interpelle pas les gens comme ça, on les insulte pas. Derrière un ordinateur, c'est beaucoup plus facile, et certains vont très loin et en font même... c'est du militantisme, j'allais dire assumé, en tout cas exécuté, assumé de manière claire, beaucoup moins. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on dit, bon, on peut lever l'anonymat quand on veut, puisqu'on a les identifiants de ces personnes, évidemment, mais bon, il faut passer par une requête, il faut demander aux forces de l'ordre d'intervenir, c'est tout de suite très compliqué. Oui et non, enfin on peut déjà signaler un compte qui nous semble suspect à la plateforme, c'est relativement simple à faire. Après, reste à savoir si la plateforme va intervenir ou pas, ça c'est déjà le premier trou noir. Après, dans le cas de propos beaucoup plus graves, par exemple des menaces de mort, oui. Là oui on peut signaler aux autorités, notamment la plateforme Pharos, et les autorités vont pouvoir déclencher une enquête. Le problème, c'est qu'il faut avoir les ressources derrière, ce qui n'est pas toujours facile pour les autorités. Il faut arriver à filtrer de ce qui relève vraiment du caractère très grave, d'un signalement où on n'est pas d'accord avec une personne et on estime qu'il faut quand même la signaler. Alors je dis tout ça, mais moi j'aime bien me faire l'avocat du diable quand je dis ça, parce qu'en même temps, ce pseudonymat, il a une raison d'être sur Internet. Il a une raison d'être, oui, parce qu'il concourt à la liberté d'expression. Il y a des pays où c'est franchement pas facile de pouvoir s'exprimer à visage découvert. On peut se retrouver poursuivi, emprisonné. Donc c'est aussi pour cela que le pseudonymat présente certains... On n'a pas envie forcément d'afficher sa carte d'identité à chaque fois qu'on ouvre la bouche sur les réseaux. Alors, maître Éric Barbry, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'un point de vue juridique, de savoir si la haine, c'est une infraction. Alors la haine, en vrai, ça n'existe pas. Donc déjà, ça part mal. C'est-à-dire que quand on fait une réglementation sur la haine en ligne et qu'on n'a pas les fondamentaux juridiques de ce que peut représenter la haine en ligne, on a déjà un gros trou dans la raquette. Alors, toute ressemblance avec une loi qui n'est pas passée... La loi Avia. La loi Avia. Mais aujourd'hui, la difficulté, en fait, c'est pas véritablement de savoir si un contenu est haineux ou pas haineux. Je ne sais même pas si on pourrait qualifier un jour de contenu haineux ou pas haineux. Le vrai problème par rapport à ce que vous venez de dire, alors il y a plein d'autres sujets évidemment à évoquer, mais c'est que cette pseudonymisation, les plateformes en ont fait un principe quasiment atavique, et aujourd'hui c'est très difficile de lever la pseudonymisation. Donc le problème, c'est pas tant qu'on a... Vous parlez de quel point de vue? C'est difficile. Du point de vue procéduralement parlant. C'est-à-dire que quand vous dites aujourd'hui, et vous avez raison, on peut
faire des notifications auprès des plateformes facilement. On peut saisir la plateforme Pharos assez facilement. Mais moi, je fais des requêtes quasiment tous les jours. Je vais devant le juge quasiment tous les jours. Pourquoi je vais devant le juge tous les jours? Ouais, mais les opérateurs sont censés donner les informations de qui est derrière l'adresse IP. Mais on aimerait bien qu'ils les donnent, mais ils ne les donnent pas. C'est ça le problème. Le problème fondamental auquel nous, on est confrontés, praticiens du droit, c'est que quand on a échoué parce que la plateforme a considéré que le contenu n'était pas forcément manifestement illicite, quand Pharos fait ce qu'elle peut, mais quand vous avez, je crois que votre interviewé d'avant a dit 28 personnes qui sont derrière la plateforme, c'est totalement inefficace. Ça semble très dérisoire. Donc vous allez voir un juge, d'accord? Et le juge, effectivement, vous accorde, comme vous dites, une requête. Et ensuite, vous allez partir dans le parcours du combattant pour la faire exécuter. C'est-à-dire qu'on va vous dire ah ben non, c'est pas la peine d'aller nous voir, nous, Facebook France, parce qu'on n'est pas responsable. Il faut aller voir Facebook US ou Facebook Irlande. Ah mais nous, Google, on n'est pas responsable. Il faut aller voir Google Irlande ou Google je sais pas où. Et vous êtes victime. Vous avez pris un avocat, ça vous a coûté de l'argent. Vous avez une ordonnance sur requête qui oblige les opérateurs à vous communiquer les données et ils ne les communiquent pas. Et donc on est dans un monde effectivement d'impunité, enfin dans lequel, enfin pas d'impunité véritablement, parce qu'à la fin, quand on arrive enfin... Parce que des fermetures de comptes, il y en a quand même. Hein. Oui, il y a des fermetures de comptes, mais enfin honnêtement, croyez-moi, j'y vais tous les jours au tribunal pour obtenir des requêtes. Si j'y vais tous les jours, c'est que manifestement, il y a une difficulté d'application. Et le problème que vous avez, c'est que derrière, les pauvres clients, les pauvres victimes, qui sont victimes de harcèlement, qui sont victimes d'insultes, d'agressions en tout genre, elles vivent un véritable parcours du combattant. Et on ne va pas réussir, au final, à aller au bout de la logique parce que... Donc vous, ce pseudonymat, vous avez envie de lui faire la peau, là Non, c'est pas que j'ai envie de la faire la peau, j'ai envie que les plateformes jouent le jeu. Pendant très longtemps, même encore pendant la loi Avia, j'ai vraiment beaucoup milité contre cette loi, comme beaucoup, parce que je ne pensais pas qu'elle apportait les solutions appropriées. Et je maintiens qu'un des points sur lesquels l'amélioration légale devrait s'orienter, c'est cette obligation pour les plateformes d'avoir des représentations locales en France avec qui on peut discuter. Et qui pourraient s'exécuter. Mais qui pourraient exécuter des décisions sans qu'on soit obligé de passer par l'Irlande, traduire une requête, faire exécuter ça, attendre généralement 3-4 semaines avant d'avoir l'information. Enfin, ça, c'est plus possible. Nous allons donner la parole à Charles Cohen, président fondateur de Bodyguard. Bonjour Charles Cohen. Bonjour. Vous, si j'ai bien compris, vous proposez une solution qui permet de travailler en amont, hein, avant d'en arriver à passer par le cabinet Racine, par exemple. Alors expliquez-nous comment fonctionne votre solution technologique contre la haine en ligne. Exactement. Alors, on a développé une solution qui s'appelle Bodyguard, qui est une application mobile gratuite qui vous protège donc en temps réel du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Je précise bien le cyberharcèlement parce que pour moi, il est super important de ne pas parler de haine en ligne. Haine en ligne, ça veut tout et rien dire. D'un point de vue légal aussi, je suis d'accord. Et pour moi, la haine en ligne, c'est deux choses. C'est le cyberharcèlement, donc des contenus haineux destinés à une personne en particulier, et les discours de haine, qui sont des discours haineux destinés à un groupe de personnes, de par leur religion, leur origine, leur sexualité, etc. Donc, c'est déjà une bonne chose de diviser la chose en deux. Donc, comment fonctionne notre application mobile? Vous avez simplement à la télécharger, c'est gratuit, sans publicité, sans collecte de données, sans rien du tout. Vous vous connectez avec un ou plusieurs de vos réseaux sociaux et à partir de ce moment-là, vous allez personnaliser votre modération parce qu'on part du principe qu'une modération, le curseur doit être défini par l'utilisateur et non pas par la plateforme. Et donc vous allez pouvoir, pour chacune des catégories de haine qu'on détecte, comme les insultes, les moqueries sur le physique, les menaces de mort, l'homophobie, le racisme, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement moral, vous allez pouvoir personnaliser votre modération, définir quelle sévérité vous souhaitez dans la modération de ces différents types de haine. Et ce que va faire Bodyguard, c'est qu'il va simplement récupérer en temps réel les commentaires sous vos vidéos YouTube, sous vos photos Instagram, les gens qui vous mentionnent sur Twitter. Il va récupérer ces contenus et il va les analyser avec notre technologie. Si la technologie détecte le contenu comme haineux
selon vos critères de modération et que le contenu est haineux envers vous et vous-même et non pas envers quelqu'un d'autre, Bodyguard prendra la décision que vous souhaitez. Donc ça peut être retirer le contenu, bloquer l'auteur du contenu, muter l'auteur du contenu. Et donc voilà, c'est une protection quasi temps réel. C'est un outil de modération, mais en fait, vous intervenez en fonction des demandes de l'utilisateur et sur ses comptes. Ça veut dire que ça ne résout pas le problème du discours qui a été prononcé. En fait, ça le masque, c'est ça? Alors, ça le supprime. Pour Twitter, ça masque le contenu, ça bloque l'auteur. Et pour les autres plateformes comme YouTube, Instagram, Twitch, etc., Mais ça le le masque contenu est retiré. uniquement pour l'utilisateur. Ça ne le masque pas Non. pour l'ensemble des utilisateurs. Sur YouTube, Instagram et Twitch, ça le supprime pour tout le monde, c'est retiré de la plateforme parce que c'est votre espace commentaire. Et sur Twitter, l'auteur est bloqué, le tweet est masqué, donc il va dans une catégorie un petit peu à part, qui n'est pas visible, mais il est toujours présent sur la plateforme. Ça, en effet, je ne peux pas vous l'enlever parce que le tweet ne nous appartient pas, donc on ne peut pas le retirer comme ça. Et quelle est la principale difficulté de l'utilisation d'outils numériques et donc un peu automatisés dans cette modération? En fait, il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est-à-dire que la plupart des solutions qui existent ou qui sont mises à disposition par les plateformes, c'est de la modération aux mots-clés. C'est-à-dire que c'est aux utilisateurs eux-mêmes d'inscrire tous les mots-clés qu'ils veulent bannir de leur espace commentaire. Donc, il faut tout de suite penser aux variantes orthographiques. Et bon, c'est pas à l'utilisateur de faire ça. Donc, il y a très peu de solutions qui existent, si ce n'est Bodyguard. Et nous, on a mis un point d'honneur à faire ce qu'on appelle une analyse contextuelle. Parce que justement, on ne veut pas faire de la surcensure et on veut vraiment protéger nos utilisateurs des contenus haineux qui leur sont destinés à eux personnellement. Donc Bodyguard arrive à faire la différence et à comprendre à qui est destiné le contenu haineux pour éviter justement de la surcensure. Je pense que c'est un premier point contre la lutte contre le cyberharcèlement et c'est important de commencer par morceaux. Vous connaissiez cette solution, Olivier Simelière? Non, je la découvre, mais tout ce qui peut concourir justement à la protection des personnes contre le cyberharcèlement, c'est une bonne chose. Je crois qu'on a tous en mémoire la fameuse affaire de la jeune fille Mila, qui avait émis des propos effectivement très critiques envers l'islam et qui s'est retrouvée cyberharcelée à tel point qu'elle a même dû être exfiltrée de sa propre école parce qu'elle était menacée de mort. Alors, est-ce que ça peut pour autant réduire la prolifération de ces propos? D'utiliser des outils de modération un peu plus ça peut réduire, intelligents. Ça me paraît être la seule, excusez-moi, ça me paraît être la seule, Éric Barbry. ça me paraît être la seule solution disponible. Je m'étonne même Est-ce que ça les peut avoir plateformes- une efficacité? Oui, mais ça, si je regarde le produit Bodyguard, j'ai eu la curiosité d'aller regarder et ce qui est présenté, je me demande juste pourquoi ils n'ont pas encore déjà été rachetés par les plateformes. C'est-à-dire que si les plateformes ne sont pas assez intelligentes pour faire ce que fait Bodyguard, on a du souci à se faire. Alors, est-ce qu'il y aurait un problème de volonté des plateformes à travailler sur cette régulation, Olivier Simelière? Oui, avec ce qu'a évoqué Maître Barbry, clairement, déjà dans la manière, le refus de communiquer souvent les coordonnées de personnes qui tiennent des propos haineux ou qui cyberharcèlent, les plateformes ne jouent pas toujours le jeu. Ceci étant dit, elles ont quand même mis en place des instances de modération, puisque chaque jour... Au moment des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu quand même des convocations qui ont été faites par les États. Les plateformes ont été mobilisées, elles ont des engagements à tenir, notamment en Allemagne où c'est beaucoup plus ferme. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qui ferait, quel est l'intérêt des plateformes aujourd'hui de ne pas jouer le jeu? Il y a un intérêt évident, c'est les données, puisque les données, c'est le pétrole des plateformes, et à surmodérer, ça pourrait un petit peu diminuer le flot des données. Or, on sait que les plateformes fonctionnent sur cette captation des données pour ensuite revendre des espaces publicitaires qui sont ciblés. Donc tout ce qui va être contraignant pour les plateformes, de leur point de vue, c'est quelque chose qu'elles ne sont pas forcément prêtes à admettre et elles ont plutôt tendance à traîner. C'est une question de business. Il y a une question de business derrière et elles ont, là, dès qu'on touche au business, elles ont plutôt tendance à traîner la jambe, à se faire prendre par le bras et parfois tordre le bras par les États. Elles font des avancées, puisqu'on voit sur Facebook, sur Twitter, etc., il y a quand même une modération qui s'exerce, mais c'est peut-être pas celle qu'on pourrait espérer du point de vue de l'utilisateur. Comment est-ce qu'on peut travailler cette régulation? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place très concrètement aujourd'hui en France déjà pour forcer ces plateformes à travailler main dans la main sur la régulation des réseaux sociaux? Déjà, trouvez-moi un coupable en France. Trouvez-moi un responsable, n'importe qui avec qui je puisse parler. Je veux dire, franchement, on a besoin d'avoir des interlocuteurs de proximité
Et c'était un point qui était. Je sais pas, il y a un dans la secrétaire d'État au numérique, par exemple. Oui, mais c'est pas lui qui va. C'est pas lui que je vais pouvoir appeler le matin en me disant tiens, je dois faire fermer un compte Facebook. Je vais appeler Cédric O parce qu'il va peut-être me donner la possibilité Après, il y de a contacter quelqu'un. des offices centrales de cybercriminalité, Oui, par mais là, exemple. là, on passe par la police. Le problème Oui. du temps du droit et le temps policier n'est pas le même. Nous, on a besoin d'agir vite. Quand vous avez un contenu, comme on dit, haineux, alors appelons ce terme-là, hein, utilisons ce terme-là. Un contenu illicite, on va un dire. contenu haineux, illicite, comme vous voulez. Il faut le faire arrêter tout de suite. C'est-à-dire que si effectivement la modération, a priori, malgré l'intelligence artificielle, malgré tout ce qu'on peut nous dire, bon bref, ça marche pas, on a ce contenu. Ce contenu, il faut le faire enlever dans les minutes, dans les secondes. Donc vous voulez avoir le téléphone de la personne chez Google, chez Facebook, Ben, j'aimerais bien. ouais, Oui, qui j'aimerais en bien, je pense France que ça aujourd'hui a simplifierait. les pouvoirs Ben, de ça couper simplifierait le compte. la vie des avocats, ça simplifierait la vie des juges, ça simplifierait la vie des victimes, ça simplifierait la vie de tout le monde. Alors je fais appel à l'avocat, est-ce qu'on peut leur imposer ça? Dans la loi Avia, il y avait un projet effectivement qui était de désigner un point de contact unique sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, à chaque fois, on est baladé, comme je vous l'ai dit, en Irlande, au minimum, au mieux en Irlande. Au pire, c'est aux États-Unis. Et là, on nous explique que la loi irlandaise n'est pas comme la loi française, que la loi américaine n'est pas comme la loi française, que les réglementations sur la liberté d'expression ne sont pas les mêmes, et blabla, et blabla. Alors justement, cette liberté d'expression, est-ce que c'est pas aussi une des raisons pour lesquelles on n'avance pas? Parce qu'on n'a pas forcément tous la même conception de la liberté d'expression. Oui, c'est vrai que disons la un peu liberté plus large aux d'expression, États-Unis. oui, il y a le concept du free speech aux États-Unis, même si récemment Facebook a commencé à faire quelques petites entorses, puisqu'ils ont supprimé, par exemple, beaucoup de pages et de groupes de suprémacistes blancs. Oui. Alors que si on s'en tient au free speech américain, normalement, ceux-ci ont légalement le droit de s'exprimer, même si leurs propos sont complètement outranciers. Ils sont en tout cas dans un cadre où ils peuvent s'exprimer sans recevoir ensuite des sanctions. Donc on est dans quelque chose, j'évoquais tout à l'heure un trou noir, mais c'est clairement ça. Et les plateformes n'aident pas forcément. Même si, après, à leur décharge, il faut reconnaître aussi qu'elles n'ont pas toujours les moyens. Il y a des moyens humains, mais ça ne suffit pas. Il y a des moyens technologiques comme l'intelligence artificielle qui permettent de booster la modération, mais ça ne suffit pas toujours. On peut se souvenir, par exemple, du fameux attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où cette personne qui a tué une cinquantaine de musulmans eh bien, s'est filmée pendant 17 minutes en live sur Facebook. Et pendant 17 minutes, eh bien, des gens ont été exposés à ces images violentes sans que la plateforme n'intervienne immédiatement. Donc, il y a eu des réponses là-dessus qui ont été faites. Il y a eu des interventions, mais comme ça a été partagé tout de suite, ça a été... Mais visiblement très compliqué. Des contenus sur Internet, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, c'est très difficile de le supprimer totalement. On peut le supprimer à la base, mais s'il y a eu des copies ou des partages, c'est un puissant fond après. Et pour essayer de tout nettoyer, c'est quasiment Et donc là, on manque peut-être d'une solution technologique aussi. C'est un ensemble de choses, de la technologie, de la modération humaine, du signalement soi-même en tant qu'individu. Comment est-ce qu'on fait pour faire un signalement sur Pharos? Tiens, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que c'est pas si simple. Il y a toute une petite procédure effectivement à suivre. Il faut aller sur le site. Pharos déjà, P-H-A-R-O-S. Oui, comme un phare avec une connotation grecque. Voilà, non mais bon, c'est important de le rappeler. Ensuite, donc on va sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on doit y saisir? Alors on doit y saisir l'URL notamment du contenu qu'on juge illicite. On n'est pas obligé il me semble, de déposer son identité, mais on peut signaler, on peut faire des captures d'écran également. Voilà, donc c'est relativement... Quand on est sur les réseaux sociaux, une URL, ça marche pas. Comment ça? Si je prends un post Twitter, j'ai pas une adresse internet dans mon navigateur. Sur Twitter, par exemple, vous avez en tout cas le lien. Donc il faut que je copie-colle, il faut que j'aille dans les paramètres, que je copie-colle le code du tweet. Non, l'URL, vous l'avez dans votre navigateur, vous pouvez Non, sur l'application.
Je parle maintenant, on est, vous savez, on est oui. beaucoup sur les mobiles. Oui, Olivier. c'est un petit peu plus compliqué effectivement Eh oui. sur les mobiles. Enfin, on peut le copier aussi le lien sur les mobiles, mais ça suppose une certaine agilité technique. Enfin, c'est pas non plus un travail d'ingénieur, mais Enfin, moi, pour y être allé plusieurs fois, je sais qu'ils demandent à récupérer des informations qu'on ne pense pas forcément à capter immédiatement. Et donc, on peut très vite être un petit peu lassé ou en tout cas se dire, bon, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois, quoi. Un peu découragé. C'est rien alors par rapport aux Éric interfaces Barbet. sur les réseaux sociaux. Ouais. Franchement, si vous Oui, trouvez mais non, que mais je veux Pharos dire, ça est explique compliqué... peut-être. Non, mais je comprends. Mais Ça explique si on peut-être trouve- pourquoi tout le monde Bien sûr. n'est pas sensibilisé au signalement. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, bon, Pharos, faut être honnête, c'est quand même un peu un monde d'initiés, quoi. Tout le monde ne connaît pas Pharos. Merci de le rappeler, ouais. Vous allez dans la rue et vous dites à quelqu'un, ça te parle, Pharos, effectivement, peut-être qu'ils vont vous dire c'est un dieu grec. Donc déjà, c'est un monde d'initiés, tout le monde n'y va pas. Mais si vous trouvez que Pharos est compliqué, je vous invite à l'essayer sur tous les réseaux Je ne dis sociaux. pas que c'est compliqué, je dis juste pour Non, mais vous quelqu'un avez raison, qui a en plus. envie de Non, mais- signaler rapidement, mais vous avez il est raison. en train de voir un post Twitter, c'est pas si simple. Mais vous Voilà. avez Et raison. c'est pas Et je dis- automatique. Et je dis non seulement vous avez raison, mais en plus allez voir sur les plateformes elles-mêmes, parce que Pharos c'est la plateforme du gouvernement qui est donc multi-contenu en fait, multi-réseau, multi-plateforme, multi-mobile. Mais allez sur les plateformes des réseaux sociaux eux-mêmes, essayez de comprendre dans quelle catégorie vous allez rentrer, quel type de pièces jointes pareil il va falloir communiquer. Là l'identification est beaucoup plus formelle. Alors je vais être juste quand même, il y a une association qui s'appelle Point de Contact et qui met en place des outils plus simples pour travailler le signalement, mais je pense qu'il y a encore du travail. Je voulais redonner la parole avant la fin de cette émission à Charles Cohen de Bodyguard. Quelles sont vos relations, quelles relations entretenez-vous avec les plateformes ? On a des relations plutôt cordiales, c'est-à-dire qu'ils ont à l'unanimité validé Bodyguard, ils donnent tous les accès nécessaires, ils vont pas essayer de nous freiner, ça c'est sûr et certain, et ils admettent un peu finalement que la solution Bodyguard est la plus efficace quand il s'agit de lutter contre le cyberharcèlement, donc quand il s'agit de contenu haineux destiné à une personne. Je voulais juste revenir sur un tout petit point en parlant de liberté d'expression. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que la haine en ligne entraîne de l'autocensure et qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus s'exprimer de peur de se faire insulter. Donc la liberté d'expression, c'est dans les deux sens aussi. Et il n'y a pas que la liberté d'expression de dire des atrocités, il y a également une restriction de la liberté d'expression quand les gens sont cyberharcelés ou quand ils sont victimes d'une grande campagne de haine. Et c'est important de le rappeler parce que dans un pays comme la France, on voit de plus en plus de journalistes, par exemple, qui quittent Twitter ou qui n'osent plus dire ce qu'ils pensent de peur de se faire insulter. Et ça va devenir très problématique dans les prochains mois, les prochaines années. Donc il faut, je pense, tout de suite en avoir conscience et essayer de lutter contre ça. Merci de le rappeler, Charles Cohen. Vous vouliez réagir, Olivier Simelière ? Oui, ce que Charles Cohen vient de mentionner est tout à fait vrai. Le problème, c'est quand vous vous faites cyberharceler, vous êtes face à des armées de trolls. Il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui se défoulent sur vous. Alors, si en plus vous avez une certaine notoriété publique, c'est encore plus accentué. Moi, je peux comprendre que certaines personnes, au bout d'un moment, veuillent quitter Twitter ou d'autres réseaux parce qu'ils en ont marre de se faire agresser à chaque fois qu'ils postent un commentaire. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment qu'on ne progresse pas sur ce sujet de lutte contre la haine en ligne ou les propos incitant à la haine ? Éric Barbry. Parce que très objectivement, les plateformes n'ont pas tellement envie d'avancer. Toute la faute des plateformes. Non, c'est pas de la faute des plateformes. Il y a une problématique juridique. On l'a dit tout à l'heure. Vous m'avez questionné au début en disant c'est quoi la haine en ligne. Je vous ai répondu j'en sais rien. Est-ce que c'est une infraction ? Non, mais j'en sais rien. Voilà. Donc je sais pas ce que c'est que la haine en ligne. Mais en contenu illicite, il y a quand même une définition sur les contenus illicites. Incitation à la haine. Non, mais voilà, même la notion. Oui, mais même l'appel au meurtre. Oui, mais même la notion de manifestement illicite. Vous voyez, on joue sur les mots. On dit illicite ou manifestement illicite. Dans la réglementation, on dit manifestement illicite. Ça veut dire qu'il y aurait des choses qui seraient illicites, mais pas manifestes, qui seraient accessibles. Des choses qui seraient manifestement illicites, qui seraient pas possibles. Des trucs qui seraient horribles, donc qui seraient dans la haine. Enfin, aujourd'hui, on a un corps de règles qui pour le coup, est assez clair. Vous dites effectivement diffamation, injure, insulte homophobe, insulte à caractère racial, appel au meurtre. Enfin, tout ça, ça existe. C'est des qualifications juridiques qui, pour la plupart du temps, datent de 1881. On n'a pas inventé l'eau tiède hier matin. Donc, il n'y a pas de difficulté à qualifier. Peut-être le problème, c'est que la
loi date de 1881. Non, parce que les contenus sont toujours les mêmes. La difficulté, encore une fois, c'est la mise en œuvre, les contraintes techniques d'une part, c'est-à-dire effectivement la difficulté qu'on a même avec l'intelligence artificielle, et ça va aller heureusement en progressant, mais même avec ça, on a des faux positifs ou des vrais négatifs, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va laisser passer des choses qu'on ne devrait pas. Mais encore une fois, Bon, il y a du pain sur la planche. Hein. Moi, c'est ça que j'entends, c'est que, ok, il y a des solutions technologiques qui existent, mais pas beaucoup. Hein, pour l'instant, on en a trouvé une. On a encore des questions juridiques à clarifier et des questions de régulation. Merci beaucoup à Charles Cohen, président fondateur de Bodyguard, qui était en visio avec nous. Olivier Simelière, directeur adjoint de l'ESJ Pro Entreprise, et Eric Barbry, avocat associé au cabinet Racine. Alors, juste après la pause, on va s'intéresser aux enjeux tech de l'élection américaine. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour la suite et notre rendez-vous avec Tariq Krim, pionnier du web français, entrepreneur en série, ancien vice-président du Conseil national du numérique. Alors Tariq, vous êtes très tôt parti vivre en Silicon Valley et finalement vous connaissez aussi bien la tech que les États-Unis. Bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux de ces élections pour le secteur technologique ? Ces enjeux sont multiples. Hein. Il faut se rendre compte que la tech n'a jamais eu autant d'importance dans le monde. Alors, pendant longtemps, on disait le logiciel est en train de remplacer, modifier nos ordinateurs. Et puis depuis 10 ans, en fait, les logiciels, les algorithmes des plateformes petites et grandes ont complètement transformé le pays. Et donc une des questions qui se posent aujourd'hui pour les big tech, c'est vont-elles être régulées, par qui, comment, quelle est leur influence sur les élections? On a tous en tête ce qui s'est passé en 2016. Alors, de quel côté penchent plutôt les GAFAM? On dit qu'ils sont démocrates. Ils sont tous à 100% démocrates? Je pense pas. Je pense que déjà, c'est très bizarre. C'est que traditionnellement, on pense qu'Apple, que Google, que Twitter sont plutôt proches des démocrates. Une société comme Oracle, dont le président Larry Ellison est devenu depuis quelques mois très proche de Trump, a basculé, alors qu'il était connu historiquement pour être un ami intime de Steve Jobs, qui lui était aussi un démocrate très, très actif, puisqu'il avait organisé le grand dîner avec toute la Silicon Valley chez Obama, avec Obama, pardon, il y a une dizaine d'années. Mais vous avez aussi Facebook, où là, c'est pas très clair, parce qu'une partie du board penche plutôt pour Trump. Et j'allais dire de manière très opérationnelle aujourd'hui, Facebook est un peu une forme de méga-État républicain, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui plutôt avantage les équipes de Trump. Ah, alors pourquoi? De quelle manière? Alors il y a plusieurs réponses. Déjà, historiquement, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est viral et tout ce qui est, on va dire, outrancier, se diffuse beaucoup plus. Donc déjà, structurellement, si vous avez un contenu... Des propos un peu provoques comme ça va davantage fonctionner. Voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, on l'a vu. Il y a une étude d'analyse d'un think tank, d'ailleurs, c'est pas un think tank, c'est des universitaires qui analysent le coût publicitaire et qui se sont rendus compte que Biden était facturé par Facebook 2 fois plus cher que Trump. D'ailleurs, c'est un groupe que Facebook essaye de faire fermer parce qu'ils analysent de manière très fine ce qui se passe à l'intérieur de Facebook. Et je pense que la raison, c'est que le contenu de Trump est naturellement viral, alors que le contenu de Biden a besoin de plus de traction. Puis ensuite, et donc, ça leur demande plus de travail, et donc ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, et effectivement, mais aussi, on le voit aujourd'hui avec les mouvements QAnon, qui est un mouvement extrémiste qui a grandi exclusivement sur Facebook, le mouvement Boogaloo, des individus armés, il y a eu d'ailleurs une personne qui a été tuée en Californie. Ce sont des gens qui se sont rencontrés et radicalisés sur Facebook. Mais pour lesquels il y a eu des décisions qui ont été prises. On ne peut pas dire que tout est laissé. Oui, mais aujourd'hui, autorisé. La boîte de Pandore a été ouverte. Le problème de ce que j'appelle la radicalisation algorithmique, c'est qu'on ne sait plus du tout comment ça fonctionne. Prenez le cas de QAnon, qui est cette nouvelle forme de radicalisation. Ça touche essentiellement des mères au foyer dans le Midwest. Et ce qui est partagé en ligne reste dans le cadre de la loi. Mais ensuite, les théories complotistes qui sont diffusées ont un impact très important, puisqu'il y a plusieurs républicains aux États-Unis qui se présentent sous la bannière de QAnon. Donc en fait, Facebook a
d'une certaine manière, transformer la politique américaine, notamment la politique des républicains. Alors, on a beaucoup parlé du problème des fake news pendant les élections. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a été davantage contrôlé, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont été efficaces là, pendant ces élections? Il faut dire que la pression sur à la fois Twitter et Facebook était énorme. Alors, je ne pense pas que ce problème ait disparu. Je pense qu'il a changé. En 2016, ce qui était fascinant, c'est qu'on utilisait les algorithmes, et notamment, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, mais pas que, pour manipuler les gens et les aider à changer, les aider entre guillemets à changer leur vote. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des acteurs étrangers, que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran, que ce soit la Corée du Nord, en fait, une tactique différente. Aujourd'hui, on va s'attaquer au processus de vote. Donc, vous avez des mails. Beaucoup de gens reçoivent tous les jours des mails en disant, en fait, vous ne pouvez pas aller voter là-bas. Si vous signez votre ballotte, donc votre urne, votre bulletin, pardon, Oui. vous êtes, c'est illégal, alors qu'en fait, il faut le faire. Donc, on essaye de rendre très confuse C'est quoi, c'est une sorte de campagne d'intimidation qui traverse du coup les emails? Plutôt des campagnes de phishing? De phishing, mais aussi sur Facebook, des groupes qui se sont créés. Évidemment, une des techniques les plus connues, c'est de dire à des cibles très précises, n'allez pas voter, en fait, Biden ne s'intéresse pas à vous. Donc il y a un peu tout ça, mais il faut dire qu'il y a une pression énorme. Facebook a monté une war room, ils sont vraiment très calés là-dessus. Ils ont vraiment peur, effectivement, de se dire pour la deuxième fois, s'il y a un problème, et en plus si Biden est élu, dans ce cas-là, il y aura véritablement des actions beaucoup plus fermes. Dernière question rapidement, on parle de la puissance des GAFAM, de leur capacité à diffuser des informations. Est-ce qu'ils ont une capacité à influencer les votes? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils peuvent influencer les votes des citoyens? C'est difficile à dire. C'était beaucoup plus vrai en 2016. Aujourd'hui, on sent que déjà, il y a un premier sujet, c'est que la crise économique, la crise de Covid, le fait que ça a été un amplificateur de la manipulation, pour une partie des gens, ce modèle commence à être toxique. Oui. Et puis surtout, on l'a vu, la toute-puissance de grandes sociétés comme Amazon, au moment où quasiment toutes les autres retail américains sont en train de s'écrouler, les gens sont inquiets. C'est-à-dire que le modèle de la disruption était perçu comme un modèle de progrès il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il est pris avec des pincettes. On se dit, en fait, ça n'aide qu'une petite partie de la population. C'est intéressant de ramener à la raison et de se dire que l'influence reste limitée. Absolument. Merci beaucoup Tariq Rim, entrepreneur, fondateur de Night Vibes, Jolly Cloud et Polite One. Alors avant de se quitter, on termine par l'innovation du jour. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous parle de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son bureau de reconfinement, elle a choisi de nous raconter l'histoire d'une innovation pour les conducteurs créée par une toute jeune fille à partir d'une imprimante 3D. Allez, on regarde. Bonjour Delphine, aujourd'hui je vous parle d'une innovation qui pourrait bien modifier nos pratiques de conduite. Cette solution a été inventée par une jeune fille qui n'a pourtant pas le permis. Elle a 14 ans et elle s'appelle Alena Gassler. Le jour où son grand frère a lui eu son permis, elle a décidé de l'accompagner sur la route. Elle expérimente avec lui le stress des premières conduites, des premières sorties en voiture. Et là, elle découvre comme lui la gêne que peut représenter ces deux montants qui sont sur le côté du pare-brise, juste avant les rétroviseurs. Elle réalise alors que c'est une véritable gêne pour les conducteurs. Bien sûr, c'est aussi un vrai risque pour les automobilistes. Alors certes, ils ne sont pas là pour rien, Ils empêchent la voiture de s'effondrer en cas de renversement, mais le problème, c'est qu'ils constituent aussi un véritable angle mort, au même titre que l'angle mort qui est situé à l'arrière du véhicule. Alors Alena Gassler décide de fabriquer elle-même une solution pour aider son grand frère. D'abord, elle place une caméra à l'extérieur du véhicule, juste au-dessus, sur le montant central, côté passager, pour filmer en continu la scène qui est masquée par les montants. Ensuite, un petit rétroprojecteur restitue en direct les images sur l'intérieur du montant. Et comme on peut le voir sur les images, le montant devient alors comme transparent, ce qui va créer l'illusion d'une vision à 360 degrés. Pour ça, elle s'est aidée d'une imprimante 3D. Elle a fabriqué un composant rétro-réfléchissant à coller sur les colonnes, un tissu spécifique pour garantir une image plus claire, plus nette et qui s'aligne parfaitement avec la réalité. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Son prochain prototype devrait utiliser des écrans
LCD pour optimiser la visibilité en plein jour. Parce que cette technologie répond aussi à un problème, la luminosité est assez faible en général quand on utilise, comme elle a choisi de le faire, des rétroprojecteurs. Alors, grâce à son invention, Alena Gassler a remporté le prix de la fondation Samueli. Elle empoche au passage la somme de 25 000 $. Évidemment, elle n'est pas la seule à s'être penchée sur ce problème. Les géants de l'automobile aussi, avec leurs moyens, ont essayé d'y remédier. Parmi eux, Toyota a obtenu en 2017 un brevet pour un dispositif utilisant des miroirs. Jaguar et Land Rover sont même allés encore plus loin en connectant ce service au clignotant. L'idée, c'est que les montants disparaissent seulement au moment où le clignotant est activé. Mais pour l'instant, aucune de ces solutions ne sont encore entrées dans notre quotidien au volant. Le prototype d'Alena Gassler devra lui aussi donc surmonter plusieurs obstacles avant de voir le jour. Le premier, ce sont les airbags, car les montants en sont souvent équipés et la présence d'écrans, comme ceux qu'elle veut installer, pourrait empêcher leur déploiement. Alors, pourtant, cette solution répond à un vrai problème. Il faut rappeler les chiffres. Selon l'association de prévention routière, 40% des cyclistes accidentés par une voiture ou un poids lourd se trouvaient pile dans l'angle mort et 10% des motards accidentés le sont par un véhicule tournant à gauche. Voilà Delphine, on se retrouve donc demain via nos écrans interposés toujours, mais pour une nouvelle innovation. Merci Cécilia pour cette découverte. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles réflexions sur le numérique. Alors vous allez retrouver Cécilia Sévry dans quelques instants pour vous présenter le Lab Startup. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.